Merci, merci beaucoup, Quentin. Hélène Conway-Mouret, comment interprétez-vous, quel est votre avis sur l'action qu'a menée Israël? Est-ce que c'était du bellicisme, pour reprendre les propos de votre collègue Guillaume Gontard? Est-ce que l'Iran, au contraire, était en train de menacer la survie d'Israël par la prolifération des armes nucléaires? D'abord, je crois qu'il faut faire très attention au vocabulaire que nous utilisons. Il y a suffisamment de violence dans le monde sans ajouter une violence verbale. Et on en voit beaucoup aujourd'hui avec des gens qui ont des émotions très très fortes et qui les expriment avec des mots qui sont parfois malheureux. En tout cas, les questions d'actualité hier à l'Assemblée nationale, pour ma part, j'ai trouvé étaient délétères. Mais bien. Vous parlez de l'échange notamment entre Alma Dufour et Jean-Noël Barrot, de quels échanges? Oui. Les deux questions qui avaient été posées par une députée Renaissance et par un député LFI. Je pense qu'au Sénat, nous avons cette mesure qui nous permet en effet d'avoir un peu de solennité dans le débat. Et je crois que nous devons garder tête froide quant à ce qui se passe aujourd'hui dans cette région, qui peut avoir des conséquences désastreuses pour l'ensemble du monde. Ça va bien au-delà simplement d'un conflit régional. La menace de l'Iran, la rhétorique iranienne n'a pas changé depuis des décennies. Donc cette menace, en effet, sur l'existence même d'Israël. Donc là, on ne sommes pas montés d'un cran dans ce que l'Iran propose de faire. Par contre, c'est vrai que depuis des années également, Israël entend frapper l'Iran, alors pour se défendre, pour protéger son existence, on l'appelle comme on veut, et que là, Israël a eu l'opportunité après l'affaiblissement du Hamas, l'affaiblissement du Hezbollah, et je crois un degré de pénétration du Mossad absolument incroyable, à la fois en Iran, mais également au Liban. On l'a vu dans la façon dont tous les dirigeants du Hezbollah ont été décimés avec leur téléphone. Cela montrait qu'il y avait une infiltration dans ces pays, et qu'aujourd'hui, Israël, à cette opportunité, était prêt pour frapper. Alors, moi, je crois que la question qu'il faut que nous posions, c'est est-ce qu'en effet, la France a un rôle à jouer, ce que je crois, et je l'entends dans la bouche de notre ministre, et c'est tant mieux, un rôle à jouer en matière diplomatique, il le dit, il le répète, où, en effet, il faut jouer la désescalade. Nous n'avons rien à gagner à ce qu'aujourd'hui, l'ensemble s'embrase et que les populations souffrent. Avec Olivier, nous représentons nos ressortissants à la fois en Israël et en Iran, on en a dans les deux pays. Et donc, voilà, il faut faire attention. Vous savez, dans ces guerres, ce sont les civils qui payent le prix, aujourd'hui. Donc, voilà. Valérie Boyer, est-ce qu'Israël était dans son bon droit? Est-ce qu'Israël était dans une frappe préventive? Est-ce que l'action, pour vous, d'Israël était discutable? Et quelle doit être la position aujourd'hui de la France? On a entendu l'appel à la désescalade de la part du président de la République. D'abord, je voudrais souligner, comme l'a fait ma collègue, le dispositif impressionnant mis en place par Israël. Après l'affaire des beepers, on a celui des interventions d'Israël dans un des pays les plus hostiles du monde, les plus fermés, les plus sanguinaires, les plus répressifs, avec des opérations qui sont parties du sol même iranien. Ça montre l'intelligence, la puissance, la technicité des services israéliens qui déjouent, j'allais dire, tous les scénarios de films d'espionnage ou de science-fiction. Donc on peut dire que ce petit pays est à la pointe de la technologie parce que c'est sa vie qui est en jeu. La démarche pour Israël, elle est existentielle. C'est le pogrom du 7 octobre qui a tout déclenché, puisqu'il y avait les accords d'Abraham dont on ne parle plus, mais qui étaient en cours, donc des accords de paix avec plusieurs pays arabes. Là, effectivement, on assiste à l'affaiblissement du Hezbollah, à la chute du régime de Bachar el-Assad, à la déstabilisation aussi des Houthis, c'est-à-dire que l'axe chiite est déstabilisé. C'était, de ce point de vue-là, probablement le bon moment pour Israël d'intervenir, surtout que l'AIEA venait de constater quelques jours auparavant qu'il y avait vraiment des programmes qui étaient extrêmement avancés. Et j'ajoute que dans les fameux deals de Donald Trump, il avait donné 60 jours de l'avis de tous les experts. On sait parfaitement que l'Iran s'est moqué du monde en disant on négocie, donc je peux continuer à faire ce que je veux. Et qu'a fait Benjamin Netanyahou, il a attendu le 61e ou le 62e jour pour lancer ses opérations pour faire en sorte que l'Iran ne puisse pas se doter de l'arme nucléaire. Je crois que c'est une nécessité, non seulement pour Israël, parce que matin, midi et soir, l'Iran parle de la destruction d'Israël, ne pense qu'à ça, etc.,
avec les autres. Je rappelle qu'Israël reçoit des centaines de bombes tous les jours. Hein, et sans le dôme de fer, il y a longtemps qu'Israël aurait totalement disparu et qu'elle n'a visé que des cibles militaires. Et que pour la paix du monde, comme ça a été rappelé pratiquement par tout le monde, il est impossible que l'Iran puisse avoir l'arme nucléaire. Ahmed Lawedge, c'est le sale boulot qu'Israël fait pour nous tous. Ce sont les mots du chancelier allemand Friedrich Merz dans un entretien à la CDF. Il n'a pas mâché ses mots envers le régime de Téhéran qui, selon lui, a apporté la mort et la destruction au monde en soutenant le Hezbollah, le Hamas, en livrant des drones à la Russie. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Écoutez, moi, tout d'abord, j'ai une pensée pour toutes les victimes qui ont été tuées dans toute la région. Ça, il faut aussi le mentionner. Ça, c'est sûr. Et c'est important, parce que je crois qu'aujourd'hui, ces territoires ont été, je dirais, massacrés par certains, et notamment par le régime israélien, notamment sur Gaza aussi. Il ne faut pas l'oublier, parce que je crois qu'à un moment donné, on peut aller faire en sorte de tirer sur le Mollah, enfin sur les Mollahs en Iran, ou sur l'Iran parce qu'ils ont l'arme nucléaire. Mais ceci dit, il y avait quand même une négociation auparavant qui a été faite par les Américains et les Iraniens qui devaient se rencontrer pour discuter et de trouver une issue à cette problématique. D'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une rencontre qui normalement doit avoir lieu entre l'Iran et les États-Unis pour pouvoir discuter, et aussi les pays arabes qui ont été contactés par l'Iran pour pouvoir faire en sorte d'être les médiateurs pour pouvoir sortir de cette crise. Parce que cette escalade aujourd'hui, dans ces pays... Je rappelle, hein, Donald Trump a dit que l'Iran est entré en contact avec les États-Unis. Tout à fait. Pour négocier, tout à fait. Ce sont les donc dernières moi, je suis là pour essayer de dire qu'il faut à un moment donné que l'aspect diplomatique doit prendre tout ces actions qui doivent être toutes mises en place pour pouvoir faire en sorte qu'on sort vers le haut et qu'on ne soit pas vers le bas, parce que c'est surtout, si demain les États-Unis attaquent l'Iran, c'est une escalade sans retour. Et là, on aura une situation dramatique dans le monde entier. Je précise ce qu'a dit Donald Trump à l'instant à propos de frappe américaine sur l'Iran. Il a dit « je vais peut-être le faire, peut-être pas ». Voilà, il laisse planer le doute. Oui, mais bon, on connaît la situation, on connaît les mots de Donald Trump. Quand il est arrivé au pouvoir, il a dit qu'en une journée, il allait faire en sorte que Gaza soit en paix avec Israël. Il a dit en 24 heures, je vais gérer l'Ukraine. On voit aujourd'hui que rien n'est fait. Et moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que si on veut tuer des chefs d'État, on l'a vu en Libye, on l'a vu en Irak. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. C'est-à-dire qu'il y a encore plus un marasme qui existe là-bas et une démocratie qui n'existe pas. Il succède le chaos. Et voilà, tout à fait. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, moi je pense que la diplomatie doit prendre tout en place, enfin tout mis en marche pour pouvoir faire en sorte qu'on arrive à des situations qui permettent de trouver une issue à cette problématique. Alors, quelle doit être l'action de la France? Écoutez ce qu'a déclaré tout à l'heure le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, dans l'hémicycle, pour qui il faut aller vers une solution diplomatique. La France considère, et depuis longtemps, qu'il n'y a pas de solution militaire au problème nucléaire iranien. C'est la raison pour laquelle nous appelons aujourd'hui à la retenue, à la désescalade, à l'arrêt des frappes. Et nous disons d'ailleurs que toute nouvelle frappe soulèverait des risques substantiels sans permettre pour autant d'éliminer définitivement le programme nucléaire iranien. C'est la raison pour laquelle nous appelons l'Iran à se rendre disponible immédiatement à la poursuite de négociations. Olivier Cadic, quelle doit être selon vous aujourd'hui la position de la France, la solution diplomatique, c'est là ce qu'a plaidé le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. On assiste de fait à une escalade, tout le monde l'observe. Après, bien fondée ou mal fondée, ça c'est l'avis de chacun. Je crois que ce qui nous marque, et c'est ce que tout le monde a dit, c'est que pour Israël, aujourd'hui, la meilleure défense, c'est la surprise. Et donc, ils font des choses qui étaient inattendues. Mais effectivement, on observe que Russie, qui agresse l'Ukraine, les Hamas, qui a fait ce pogrom le 7 octobre, puis derrière cette évolution sur Gaza, puis maintenant cette attaque sur l'Iran, on voit bien que c'est un phénomène d'escalade. La problématique qui se pose à nous, c'est est-ce que ça va s'arrêter là? Ouais. Et c'est quoi le prochain feuilleton? Puisque aujourd'hui, l'Iran et la Russie ne sont que en fait, des proxys de la Chine. Et on voit bien, c'est annoncé à Singapour par le président, par le ministre de la Défense américain, que d'ici 2027, on va vraisemblablement vers un nouveau conflit en mer de Chine avec Taïwan. Donc on sent bien qu'il y a cette escalade qui nous guette. Et donc, effectivement, c'est la sagesse qui appelle
à vouloir la désescalade, à trouver un moyen d'arrêter cet enclenchement. Comment y arriver dans ce contexte? C'est évidemment par... Exactement. Dépassent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. On a cette évolution, cette mécanique qui est en route et qu'on observe depuis quelques années. Et on voit ce qui est annoncé, on voit en plus des nuages noirs qui nous arrivent. Et donc la question, pour nous, c'est est-ce qu'on va réussir à arrêter ça là? Quand je suis passé dans les 6 pays du Golfe au mois d'avril, à chaque fois, tout le monde disait on attend du plan saoudien et français cette solution à 2 États, cette reconnaissance de la Palestine par ceux qui ne la reconnaissaient pas, cette reconnaissance d'Israël par les pays musulmans qui ne reconnaissaient pas. Et on a encore reculé d'un cran, puisqu'on a eu l'annulation de cette conférence en raison justement de Vous voyez bien que c'est ce recul en arrière. Vous voyez bien vers quoi il faut aller. C'est effectivement la démarche de la France avec l'Arabie Saoudite. Nous avions une délégation de la Shoura aujourd'hui qui était là, qui était dans l'hémicycle, qui observe, qui a discuté avec nous justement dans leur regard. Le régime des Mollahs, depuis 1979, crée le chaos dans la région. Donc aujourd'hui, il y a cette réaction qui finit par se faire de la part d'Israël. Ceci étant, c'est une escalade. Et il faut à tout prix arrêter cette escalade. Sans respect du droit international. Mais l'Iran ne respecte pas le droit international. Non, mais j'entends. Je veux dire, on a 2 otages. Le souci, c'est que c'est quand même. Oui, on va en parler, parce qu'il y a 2 otages. C'est quand même Israël qui a aussi attaqué en premier l'Iran. Moi, je ne suis pas pour soutenir l'Iran ou le fait qu'il faut absolument que l'Iran n'ait pas la bombe atomique. C'est pas là-dessus. C'est qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'il y ait 2 poids, 2 mesures. À un moment donné, il y a aussi ce qui s'est passé, je dirais, à Gaza, sur lequel il faut à un moment donné porter pour que vraiment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y ait 2 États et qu'à un moment donné, que déjà sur le front, je dirais, il y a Israël qui est sur le front, comme l'a dit notre collègue, elle est sur le front de Gaza, elle est sur le front de la Syrie, elle est sur le front de la Libye, et là maintenant, du Liban, et maintenant elle est sur le front iranien. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas, là. Ça tourne pas rond. C'est l'Iran qui menace de la destruction d'Israël, qui veut la destruction d'Israël. Moi, encore une fois, la question aujourd'hui, c'est que pour l'instant, et je ne veux pas qu'on parte dans une situation où, demain, comme ça s'est passé en Irak, comme ça s'est passé en Libye, qu'on se retrouve dans une situation où, à un moment donné, c'est le marasme, et il n'y a plus rien qui... et il y a une guerre qui pourra se mettre en place dans tout le monde à cause de ces attaques. Allez, oui, vous voulez réagir? Il y a 2 poids, 2 mesures en permanence, parce que c'est vrai qu'on a évoqué un certain nombre de conflits. Parmi ces conflits, on a oublié qu'il y a des États qui ne respectent rien. Moi, je parlais de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. Quand il y a eu le nettoyage ethnique au Karabakh, qui s'en est ému personne, tout le monde s'en fiche. Et pendant ce temps, tous les jours, l'Arménie, à part la France, tous les jours, l'Arménie est attaquée. Et là, c'est dans le silence assourdissant de la communauté internationale. Ce week-end, je rappelle juste qu'il y a 200 Nigérians qui ont été massacrés au cri d'Allahu Akbar. Personne n'en parle. Alors c'est vrai qu'ils sont africains, ils sont chrétiens, ça n'intéresse personne. À un moment donné, le coup des 2 poids, 2 mesures, il est permanent. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que l'Iran est quand même la matrice du mal dans les axes terroristes aujourd'hui, en tout cas dans une bonne partie de ces axes terroristes-là, et que l'Iran n'est pas la Libye. L'Iran est un pays qui est sous domination des Mollahs avec l'aide de la communauté occidentale, si je puis dire, depuis 1979, qui fait vivre à ce grand pays qui est une civilisation, qui est un pays qui a 5000 ans d'histoire, une domination religieuse absolument abominable. C'est un des pires régimes du monde, et qui pend ses enfants, qui viole ses femmes, franchement, et qui pratique la diplomatie des otages. Moi, j'ai une pensée pour nos 2 compatriotes qui sont retenus. On pense à Cécile Collard et Jacques Paris, qui effectivement... Exactement, dans des conditions abominables. Et il y en a d'autres, il y a d'autres occidentaux qui sont retenus. Mais c'est le propre des pays. L'Azerbaïdjan fait pareil. Retient aussi des otages arméniens et avait des otages français, etc. Parce que ça fait partie de leur jeu. L'Algérie fait pareil avec Boualem Sansal. Donc on a ces pays qui ne sont absolument pas des pays démocratiques et qui font en sorte de retenir... C'est pas le même sujet, mais c'est les mêmes pratiques de diplomatie des otages et qui font en sorte d'agresser. Aujourd'hui, effectivement, l'Iran peut-être être déstabilisé par ces attaques parce que, de l'avis de tous les spécialistes que j'ai entendus depuis plusieurs jours, 80% de la population iranienne est vraiment à bout de cette prévarication, de cette corruption et des choses abominables qui se passent pour la population. Mais le sujet, et vous avez commencé à l'évoquer, c'est est-ce que l'on peut changer un régime par la force? Écoutez bien ce qu'a répondu Jean-Noël Barrot tout à l'heure également dans l'hémicycle.
la France défend et promeut le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et elle considère qu'on ne vient pas provoquer de changement de régime par la force, qu'il appartient au peuple de décider de leur propre destin et qu'elle fait confiance au peuple iranien pour décider du moment et des circonstances pour se libérer de ce régime contre lequel il a héroïquement résisté. Hélène Conway-Mouret, votre réaction à ce que dit le ministre des Affaires étrangères? Écoutez, moi d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie attente de la France et des Européens en particulier. C'est le seul continent aujourd'hui qui défend le multilatéralisme, qui défend l'état de droit, qui défend les institutions internationales et le droit international. Je crois que nous sommes les seuls. Et le reste du monde nous attend quelque part. Donc je pense que nous avons une carte à jouer qui est très très importante dans la désescalade. Je veux revenir à cela, parce qu'on peut en effet engager un débat qui a raison, qui a tort, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut quand même prendre conscience que ce qui se passe là-bas va avoir des implications beaucoup plus globales. Voilà. Donc s'il y a en effet l'implication des États-Unis et qu'il y a l'implication de la Chine qui ne va peut-être pas attendre Taïwan parce qu'elle aura l'occasion de s'engager auprès de l'Iran qui est son allié, eh bien, ce n'est pas 2027 ou 2030, ça sera 2025 ou le début 2026. Donc je crois que les conséquences sont gravissimes et que nous devons absolument tout faire pour que cette guerre s'arrête le plus vite possible pour préserver les populations qui souffrent quand même terriblement, mais également pour préserver simplement la paix dans le monde. Je crois que là, nous avons mis le doigt dans quelque chose qui, si nous ne sommes pas en capacité de l'arrêter, peut être gravissime. Donald Trump fait un deal. Il pense que, dans cette histoire, il va déployer ses forces. Je ne sais pas s'il va aider Israël, mais il sera là sur la défensive et peut-être une aide sans s'engager. Il faut espérer que les Iraniens soient suffisamment intelligents pour ne pas provoquer les Américains. Et que, eh bien, finalement, il veut la capitulation de l'Iran. Il l'aura peut-être. Parce que l'Iran réalisera, Israël a dit qu'il fallait s'attendre à quelque chose d'extraordinaire, enfin, je ne sais plus quels sont les termes qui ont été utilisés, mais peut-être qu'ils vont faire la même chose que ce qui était le sort des dirigeants du Hezbollah. Je pense qu'il y a un certain nombre de dirigeants iraniens aujourd'hui qui doivent vivre dans la terreur et dans la peur absolue. Donc c'est dans ce climat-là que Donald Trump peut peut-être en effet gagner très bien si l'Iran capitule et que ça s'arrête et qu'on démantèle plutôt que d'envoyer des bombes, donc on ne connaît pas les conséquences sur des installations nucléaires, qu'on puisse démanteler en effet ce que les Iraniens ont mis en place. Et je pense que là, on aurait la fin. Israël serait conforté dans le fait que l'Iran ne se doterait pas de la bombe nucléaire. Et je pense que là, on pourrait au moins gagner un peu de temps pour la paix. Ahmed Lawedge, prenez-vous l'action de Donald Trump, qui donc a appelé à une capitulation sans condition de l'Iran, menacé l'ayatollah Khamenei. Ce dernier a répliqué en indiquant que l'Iran ne se rendrait jamais, causerait des dommages irréparables en cas d'intervention américaine. Et je le rappelle, ce que je disais au début, il a dit « je vais peut-être le faire, peut-être pas ». Non, mais moi je pense que la loi de la force n'a jamais permis d'arranger les choses, quoi qu'il arrive. Mais je pense qu'aujourd'hui, les États-Unis font mettre la pression à l'Iran maximum pour faire en sorte de les faire tomber. Je ne pense pas qu'ils iraient vers une attaque, parce que le peuple américain n'est pas d'accord avec ça. Et je pense que s'il a été élu, Donald Trump, il n'a pas été élu pour envoyer ses militaires du côté de l'Iran. Et moi, à mon avis, c'est plutôt une pression qu'il est en train de mettre. Je pense que les pays arabes aussi vont mettre pression sur l'Iran pour faire en sorte qu'il y ait une discussion, il y a un dialogue. Et je pense qu'il faut passer par la diplomatie, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est par là qu'il faudra changer les choses, parce que ce n'est pas en envoyant des bombes les uns contre les autres qu'on va arranger les choses. Olivier Cadic, on a commencé à parler d'eux, mais je souhaiterais qu'on parle réellement de la situation de ces deux otages français en Iran, Cécile Kohler, Jacques Paris. Leurs proches demandent aux autorités françaises de peser de tout leur poids pour faire cesser les bombardements. Ils demandent aussi leur exfiltration humanitaire, car ils sont en danger de mort imminente. Est-ce que vous le réclamez aussi ? Oui. On réclame tous. Je pense qu'il y a consensus, mais c'est important de le dire, et c'est important de le dire dans les médias. Évidemment, on est tous préoccupés par leur situation. On a vu la sœur de Cécile Kohler venir devant la commission, notre commission ici au Sénat, avec leur ami qui a vécu cet enfer dans les geôles. Donc il faut voir dans quel enfer ils vivent et dans quelle terreur peuvent vivre leurs proches.
Évidemment, on pense à ça. Évidemment, on ne peut que soutenir leur démarche. Rappelez que le ministre des Affaires étrangères a fait un dépôt de plainte devant la Cour internationale de justice au mois de mai dernier contre l'Iran. C'est qu'aujourd'hui, c'est un État, encore une fois, c'est une forme de terrorisme. Et donc, on l'observe, mais ils ont commencé comme ça. Ils ont commencé avec des attentats sur le sol français, ce régime. Et donc, on voit parler de diplomatie avec les Iraniens. Mais écoutez, en termes de cyberattaques, aujourd'hui, la médaille d'or des cyberattaques, c'est pour l'Iran, après la Chine et la Russie. Donc, on voit à qui on a affaire. Donc, diplomatie avec ces gens-là, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. Aujourd'hui, il y a des menaces. Est-ce que ces attaques vont régler le problème ou est-ce que c'est une fuite en avant et une escalade, une nouvelle escalade en attendant la suivante? C'est ça notre préoccupation. Évidemment, les familles ont raison. Et je pense que c'est ce que cherche à faire le gouvernement, c'est appeler la désescalade, mais c'est la volonté aussi de tous les pays environnants, c'est de dire stop, il faut que ça s'arrête. Allez, on va poursuivre le débrief des questions au gouvernement et on va prendre la direction de la salle des conférences avec Alexandre, dont l'invité est Guillaume Gontard, qui a donc tout à l'heure interpellé le gouvernement. Bonjour Guillaume Gontard. Bonjour. Vous avez donc interrogé le Premier ministre François Bayrou sur la guerre qui a été lancée par Israël contre l'Iran ces derniers jours. Et François Bayrou a fait une réponse dans la lignée de la position d'Emmanuel Macron sur cette guerre naissante. C'est-à-dire que la France ne condamne ni n'approuve cette guerre préventive lancée par Israël. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse que vous a faite le Premier ministre François Bayrou? Il a fait une réponse dans la ligne de ce que je dénonçais, c'est-à-dire cette diplomatie du en même temps qui est catastrophique en fait. On a perdu, la France n'a plus de ligne. Pourtant, la France avait justement une position singulière, a toujours eu une position singulière. Elle a eu cette position singulière et cette capacité à dire non en 2003, quand il y a eu le conflit avec l'Irak, pour dire tout simplement que justement, en face, nous avons le régime sanguinaire des mollahs. En face, nous avons des gens qui préparent effectivement l'arme nucléaire. Et c'est justement pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est justement pour ça qu'il faut respecter le droit international. Et donc, cette parole de la France, elle est importante et je ne l'ai pas entendue dans ce qu'a dit François Bayrou, en justifiant justement la guerre préventive qui n'existe pas en droit international. Et puis, il lui rappelait en fait qu'on n'envoie pas la démocratie dans un missile et que ça n'existe pas et que s'il n'y a pas de solution politique, si on ne travaille pas sur une solution politique, et c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on demande à la diplomatie française, c'est ce qu'on demande au président de la République, c'est ce qu'on demande au Premier ministre, c'est d'avoir cette ligne très claire, notamment des sanctions, parce qu'il y a besoin de sanctions. Quand on ne respecte pas le droit, il faut avoir cette capacité à avoir des sanctions économiques, des sanctions sur la vente des armes, et puis évidemment aussi la reconnaissance de l'État palestinien, parce que c'est ce qui peut montrer aussi cette ligne claire de la France. Mais alors, est-ce que la diplomatie, ça suffit face au régime iranien? Car François Bayrou l'a rappelé, selon les agences internationales qui observent le programme nucléaire iranien, ils sont à quelques semaines de pouvoir avoir la bombe nucléaire, à quelques pourcents d'enrichissement de l'uranium, avec le taux nécessaire, à 90% pour avoir la bombe nucléaire. Est-ce que la seule solution, ce n'est pas de les arrêter par une intervention militaire? Et moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait d'intervention, militaire. Je dis que ça doit se faire dans le cadre du droit international. Et puis, je rappelle quand même que Netanyahou, en 2018, nous disait que c'était imminent, que l'Iran allait attaquer avec son arme nucléaire. Bon, voilà, nous sommes en 2025. Mais peu importe. Je veux dire, s'il y a cette urgence, qu'on convoque l'ensemble des pays, qu'on trouve une solution, peut-être militaire, mais en tout cas de laisser Israël, de laisser Netanyahou dans cette impunité totale, tout simplement, ça mène au chaos. Et ce qui est en train de se passer est particulièrement inquiétant. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de faire tomber ce régime des mollahs iraniens qui finance le terrorisme, qui aide la Russie dans son agression contre l'Ukraine, qui opprime son peuple, et notamment le mouvement Femmes, Vie, Liberté? Je dirais, et là, si en tout cas ça peut participer effectivement à faire tomber ce régime, effectivement, on soutient évidemment Femmes, Vie, Liberté, toute la résistance iranienne. Sauf qu'on a très peu d'exemples, en fait, que la guerre, que les armes suffisent justement à mettre en place un régime démocratique, en tout cas à aider un régime démocratique sur place. Et ça passera évidemment par la diplomatie. Et c'est encore une fois ce qu'on demande. Et là, on est en train clairement de faire fausse route.
Alors il y a cette perspective de la reconnaissance de l'État palestinien par la France qui peut-être finalement est en train de s'éloigner avec cette guerre Israël-Iran, la conférence des Nations Unies qui a été reportée, et peut-être Emmanuel Macron qui voit cette reconnaissance de l'État palestinien moins comme une priorité aujourd'hui. Oui, mais moi je trouve que c'est catastrophique. Je ne sais pas si Emmanuel Macron se rend compte. On nous a avancé justement la possible reconnaissance de l'État palestinien. Après on nous a dit non, c'est pas le moment, c'est pas tout de suite. On nous a dit il va y avoir une conférence. Puis cette conférence, alors là c'est pas du fait d'Emmanuel Macron, mais en tout cas maintenant on nous dit bah non, ça sera plus possible. Et puis en fait l'objectif justement de cette reconnaissance de l'État palestinien, je dirais, s'envole, s'éloigne. Non. Nous, on dit, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ça aurait dû déjà être fait. Et justement, si la France avait eu une parole forte, une ligne forte, avait reconnu l'État et les Palestiniens il y a déjà quelques mois, je pense que nous n'en serions pas là. Parce que nous envoyons un signal aussi fort à Netanyahou, justement pour dire non, il n'y a pas d'impunité. Il y a des pays qui sont capables de tracer une ligne. C'est ce que nous demandons au président de la République. Merci beaucoup, Guillaume Gontard. Merci. Toute l'attention diplomatique est donc désormais focalisée sur le Proche-Orient. Pendant ce temps-là, la guerre en Ukraine se poursuit. Et dans ce contexte, vous avez tout à l'heure tous assisté au discours solennel du président du Parlement ukrainien, la Rada, Ruslan Stefanchuk, que l'on écoute. Le châtiment de la Russie pour tous ces crimes doit être inévitable. Et pour traduire ça en mots compris par tous, il faut que l'agresseur, la Russie, paye le chèque, le prix de cette guerre pleinement, en payant par les biais des avoirs russes gelés. Et ce ne serait que rendre justice. C'est un débat, les avoirs russes gelés. Valérie Boyer, on a entendu l'appel du président de la Rada à se saisir de ces avoirs russes dont nous utilisons aujourd'hui les intérêts. Mais il y a tout un débat européen sur le sujet. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Il faut accroître sur notre action sur les sanctions à la Russie face à cette guerre qui se poursuit. Jusqu'à présent, les sanctions face à la Russie n'ont pas abouti à quelque chose de formidable. Mais je pense que la moindre des choses, quand les États se comportent de cette façon... je note d'ailleurs que la Russie, comme l'Iran, sont des États extrêmement corrompus, où il y a une prévarication de l'oligarchie ou de la monarchie, enfin, qui est extrêmement forte. Donc l'économie est tenue par... à la fois, j'allais dire, par les matons du système et par une petite caste qui se sert sur les biens de la nation. Donc moi, je suis favorable à ce que des pays qui se comportent mal, à nos yeux, en tout cas, on saisisse leurs avoirs. Je rappelle que j'ai fait partie des parlementaires qui étaient à l'initiative qu'on gèle les avoirs de l'Azerbaïdjan. Ça n'a malheureusement pas abouti. Et on sait ce que l'Azerbaïdjan a fait à la France comme dégâts dans ses manœuvres vis-à-vis des dom-toms. Donc oui, effectivement. Mais enfin, les sanctions jusqu'à présent n'ont pas montré qu'elles étaient efficaces. En revanche, le gel des avoirs, c'est différent. Oui. Olivier Cadic, comment est-ce qu'on peut faire pour aujourd'hui couper le robinet à la Russie? Est-ce que les Européens peuvent aujourd'hui se passer du pétrole et du gaz russe? On a vu hier la Commission européenne qui a dévoilé un plan très progressif qui prévoit que l'Union européenne ne se sèvrera du pétrole et du gaz russe qu'en 2027. Le problème, c'est qu'on est effectivement sur un temps long. Il y avait... L'Allemagne avait fait des choix qui fait qu'ils étaient en totale dépendance. Donc, et avec la crise qui est actuellement au Moyen-Orient, est-ce que ce sujet-là va... On voit que les choses ne sont pas si simples. La question qui est là de faire ce gel des avoirs, c'est une première. Et ça fera mal à la Russie. D'ailleurs, ça ne lui fait pas plaisir et il suffit de l'entendre hurler. Je pense que les sanctions portent, et on le voit sur la Russie. Si vous voulez, le problème avec ces régimes qui sont expansionnistes, parce qu'on dit on ne veut pas changer ces régimes, mais n'empêche que c'est, quand on parle de l'Irak ou la Libye, mais l'Irak ne menace plus ses voisins depuis qu'il n'y a plus Saddam Hussein. Donc aujourd'hui, les mollahs menacent leurs voisins, la Russie menace ses voisins. Donc il y a un vrai sujet avec ces régimes, et c'est un travail sur le temps long. La Chine aussi, c'est un régime expansionniste, donc on le voit. Et dans l'histoire, malheureusement, ces régimes-là, pour qu'ils tombent, c'est lié à un phénomène extérieur. Ils ne tombent pas d'eux-mêmes. Donc c'est un vrai sujet, effectivement. Ça oblige les démocraties. Est-ce que les démocraties doivent attendre d'être attaquées formellement
pour réagir. C'est ça la grande question qui se pose à nous. Donc déjà, il faut s'armer, il faut mettre des moyens. Et effectivement, il faut prendre des sanctions. Ça, toutes les démocraties sont d'accord là-dessus. Mais effectivement, il faut aussi se défendre, se préparer, parce qu'on sait qu'on est face à des gens qui sont expansionnistes et qui n'hésiteront pas à mener des agressions. Ils nous attaquent au quotidien via la guerre hybride. Et dans tout cela, il y a un sujet d'inquiétude que l'on a vu notamment lors du G7 d'Ahmed Laouedj. Le G7 a échoué à parler d'une voix unie et forte pour dénoncer l'agression russe en Ukraine, notamment à cause de la position américaine. C'est la fin de l'union sacrée sur ce sujet qu'on avait vu jusque-là. Moi, c'est ça qui m'a inquiété un petit peu, c'est que depuis qu'il y a eu cette tragédie entre l'Iran et Israël, c'est qu'aujourd'hui, l'Ukraine, on l'a laissé un peu de côté. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, qu'il faille la laisser de côté. Au contraire, il faut que l'Europe fasse en sorte, d'une seule voix, garantir la paix dans cette région. Et je pense que la France a là aussi son rôle à jouer là-dessus, pour faire en sorte, mettre pression, pour mettre pression sur la Russie. Et je pense que, je dirais que pour garantir la sécurité de l'Europe, mais aussi les valeurs qui unissent les nations démocratiques. Et je pense que c'est important qu'à un moment donné, que la France soit, je dirais, leader, parce que je n'ai pas senti dans les autres pays européens une volonté aussi de soutenir réellement l'Ukraine à fond. Et la France doit être, je dirais encore une fois, le porte-parole pour qu'il y ait cette paix dans cette région aussi. On a entendu une attente à l'égard de la France, en tout cas dans le discours tout à l'heure de Rouslan Stefantchouk, en disant que la France avait eu une position qui dit historique dans l'aide apportée à l'Ukraine. Est-ce que son action est encore à la hauteur aujourd'hui ? Mais, on a tendance, nous Français, à ne jamais être contents de ce que nous faisons. Je pense que nous n'avons pas à rougir de l'engagement que nous avons, mais moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Il suffit de parler aux Polonais, aux Baltes, aux Scandinaves. Enfin, je crois qu'il y a une vraie mobilisation aujourd'hui, parce que tout le monde a bien compris qu'il y allait de l'avenir de l'Europe. Parce que si demain, en effet, les Américains qui nous invitent quand même assez fortement depuis quelques mois à nous prendre en charge militairement. Et notamment augmenter le budget consacré à la défense. Assurer, oui, pour acheter américain, mais ça c'est autre chose. Mais en tout cas, pour être en capacité de nous défendre quand un jour ils peuvent être occupés ailleurs et qu'il faudra bien que si à ce moment-là, Vladimir Poutine avait des velléités sur le côté nord ou ouest de l'Europe, que nous soyons en capacité de nous défendre tout seuls, parce que les Américains n'en seront plus avec nous. Oui. Ou une capacité de défense crédible pour l'Union européenne. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y va de l'avenir de l'Europe, tout le monde l'a bien compris. Quant au G7, moi, ce que j'ai retenu, alors, à part le départ précipité du président Trump, qui peut en effet nous inquiéter en pensant qu'en effet, il allait convier un conseil de défense. Et qui a fait qu'il n'y a pas eu d'entretien avec Vladimir Poutine. Il faut d'abord Volodymyr Zelensky. Oui, mais alors il faut d'abord se souvenir qu'il n'était pas content du tout que Vladimir Poutine ne soit pas invité. Lui voulait le retour du G8. Et je crois qu'il a, non pas un certain mépris, mais pas énormément de considération pour les Européens. Et s'est dit que finalement ce G7, sans la Russie, n'était pas ce qu'il voulait. Donc aussi, bien sûr, la pression de l'actualité qui a fait qu'il a dû rentrer à Washington. Mais quand même, je crois qu'il ne faut pas oublier cet élément-là, l'insistance du président américain pour que Vladimir Poutine non seulement soit réintégré pour qu'il y ait le G8, mais aussi soit négociateur ou partie prenante dans les négociations entre Israël. Voilà. Et ça, c'est un élément très important. Il ne faut pas l'occulter. Oui. Voilà. Un dernier mot là-dessus, et puis on va passer quand même sur l'actualité nationale. Je pense que l'affaiblissement, parce que quoi qu'on en dise, l'Iran est extrêmement affaibli. En plus, elle est lâchée par une partie des pays arabes qui ne voient pas d'un mauvais œil ce qui se passe aujourd'hui. L'espérance que ça fait naître en Iran, tout ça, c'est quand même un allié de la Russie. Par ricochet, c'est peut-être pas si mauvais que ça pour l'Ukraine. Donc, ce qui se passe aujourd'hui en Iran, moi, j'espère que ça va permettre aux Iraniens, même si je suis très méfiante, parce que je me souviens de ce qui s'est passé quand les Iraniens se sont révoltés, ça s'est terminé dans le sang pour eux, les pauvres, va peut-être permettre de se débarrasser d'un État voyou, d'un État sanguinaire et surtout d'un État qui nourrit le terrorisme dans le monde. Donc,
je pense que c'est peut-être une pas si mauvaise nouvelle que ça. Chose. Allez, pour l'Ukraine. Un mot de l'actualité nationale, hein, le débat sur les retraites. Le conclave s'est donné encore quelques jours de plus pour parvenir à un accord sur ce sujet. Les réunions, je le rappelle, devaient se terminer hier. Et dans ce contexte, eh bien, on a entendu tout à l'heure dans l'hémicycle la gauche qui a mis la pression sur le gouvernement, Quentin. Oui, tout à fait. Tam, vous avez tout très bien raconté. Juste, effectivement, peut-être juste préciser le fait que la journée supplémentaire, c'est lundi, le 23 juin, effectivement. Et ces questions, effectivement, y avait-il une possibilité d'aboutir pour les partenaires sociaux? La mission était-elle seulement possible avec la lettre de cadrage du Premier ministre? Écoutez les reproches adressés par la socialiste Monique Lubin, qui est d'ailleurs elle-même membre du COR, le Conseil d'orientation des retraites, au titre du fait qu'il y a quelques parlementaires qui y siègent. Écoutez donc sa question. Et elle continue à patiner parce qu'il faut bien le dire, les syndicats qui sont restés là font des propositions, travaillent, mais se heurtent au mur du MEDEF qui ne veut rien entendre. D'ailleurs, après avoir entendu le patron du MEDEF ce matin, on peut douter sérieusement de l'issue de ces négociations, à tel point qu'on peut se demander d'ailleurs si le MEDEF a jamais eu l'intention de négocier réellement. Voilà, les socialistes qui demandent que les mesures débattues entre partenaires sociaux fassent l'objet d'un débat aussi au Parlement avec un projet de loi, c'est-à-dire un texte présenté par le gouvernement. Écoutez la réponse de Catherine Vautrin pour l'exécutif. Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à un accord global, nous présenterons néanmoins les avancées issues des travaux des partenaires sociaux, sous réserve d'un accord politique et d'un équilibre financier global maintenu. Nous présenterons sur cette base un nouveau projet de loi. Ainsi, l'impératif de réforme pourra être satisfait dans une démarche de justice. Je ferme les guillemets et l'ensemble de ces éléments, c'est le texte du courrier que Monsieur le Premier ministre a adressé aux différents partenaires sociaux, aux partis politiques, au moment de la mise en place du conclave. Voilà, on attend aussi maintenant de voir ce que vont faire les députés socialistes. Vont-ils voter la censure? Toute la gauche va-t-elle demander maintenant à faire tomber le gouvernement sur cette question des retraites s'il ne devait pas y avoir d'accord ni de texte au Parlement? On verra maintenant ce qui va se passer dans les prochains jours. Tam. Merci beaucoup Quentin. Hélène Conway-Mouret, est-ce que vous avez compris quelque chose à ce qu'a répondu Catherine Vautrin tout à l'heure, ou est-ce que vous avez l'impression que tout cela est quand même extrêmement flou pour l'instant? C'est un peu une réponse à la Trump, c'est-à-dire je fais pas en même temps. Vous voyez, on reste en même temps. On reste en même temps. Moi, ce que je regrette sincèrement, nous en sommes là aujourd'hui parce que pour une question de société qui touche absolument tous les individus de notre pays, que le gouvernement ait voulu passer en force, comme d'habitude, dans la précipitation, 49.3, comme si simplement les hauts fonctionnaires des ministères étaient en capacité de produire des textes qui devraient être la panacée et que le Parlement n'aurait pas à améliorer, parce que, voilà, on a bien compris qu'on ne servait pas à grand-chose, mais quand même, s'il y avait eu cette concertation en amont, s'il y avait eu toutes les discussions qui sont en cours aujourd'hui, ça fait 4 mois qu'ils travaillent sur des points où, sur certains en tout cas, il y a un consensus. Tout ça aurait été dans le texte, et on ne serait pas aujourd'hui avec des postures où certains partis, maintenant, se sont braqués, donc ont décidé d'une ligne politique. Alors après, on donne des lignes rouges et puis bien sûr... votre parti éventuellement, hein, puisque maintenant la menace de la censure donc je suis en train de est vous là sur la table. Je suis en train de vous expliquer cela. Si alors d'abord, il faut faire confiance que le Premier ministre actuel ait l'intelligence de, en effet, faire entrer ce qui est consensuel aujourd'hui sur la pénibilité et le travail des femmes, un certain nombre de points, et puis discuter du reste et que ça passe au Parlement, bien évidemment. Oui. Mais 149.3 cette fois-ci. Il nous reste relativement peu de temps. Olivier Cadic, sur cette question des retraites, est-ce que François Bayrou est en train de manquer à sa parole ou en train d'essayer de faire une opération pour rester sur la retraite à 64 ans, dans le contexte aussi où on est à la recherche de 40 milliards d'euros pour l'année prochaine? Voilà, on est à la recherche de 40 milliards d'euros, vous l'avez dit. Il y a un principe de réalité. Les gens se gargarisent avec la retraite. En 1970, il y avait 3000 centenaires. Aujourd'hui, on en a 42 000. On double le nombre de centenaires tous les 10 ans. On en aura, 250 000 en 2070. Et encore entre 100 000 et 600 000 selon les scénarios. Donc, c'est ça la réalité. Vous dites qu'il n'y a pas le choix. On a un allongement, donc il faut faire vite. Parce que plus on attend,
plus on se met dans la difficulté. Mais le problème, c'est que c'est plus facile de dire « attendons, attendons, on verra ». La réalité, elle s'impose à nous, elle s'impose à tous les Français. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, vu rien qu'avec les intérêts de la dette, c'est 1/3 des recettes fiscales. On va arrêter ça maintenant ? Ahmed Laouedj, le problème, c'est que François Bayrou a dit qu'on remettait tout sur la table sans totem ni tabou. Non, Or, on sent bien qu'il y a un vrai totem et un vrai tabou et une impossibilité de... sans argent. Il y a surtout une réalité. Aujourd'hui, c'est l'éléphant qui a accouché d'une souris. Je veux dire, à un moment donné, il n'y a rien sur la table. C'est-à-dire que même s'il y a... Il a tout promis pour éviter la censure. Il y a eu une perte de temps et je crois qu'à un moment donné, il fallait plutôt discuter avec les députés et les sénateurs pour trouver une issue à cela. Ça, je pense que c'est une situation qui a permis la longévité de ce gouvernement. Allez, il nous reste 15 secondes. Valérie Boyer, sur ce sujet, sur le sujet des retraites. Je vais faire un jeu de mots un petit peu facile, vous me pardonnerez. Ce conclave, c'est plus un chemin de croix qu'un conclave aujourd'hui, parce que vous dites sans totem, sans tabou, mais surtout sans argent. Parce qu'une des raisons du décrochage de la France vis-à-vis de ses partenaires, il y a une partie des 35 heures, mais aussi la retraite à 60 ans, qui a fait qu'on a creusé le déficit. Et aujourd'hui, on est dans une situation un petit peu anachronique vis-à-vis de nos partenaires. Et il faut trouver ces fameux 40 milliards, plus les intérêts de la dette, comme ça vient d'être rappelé. Donc, je crois un petit peu, soyons raisonnables et pas de slogan. Allez, merci. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce débrief des questions au gouvernement. Dans un instant, l'invité spécial de cette émission, Rouslan Stefantchouk, le président de la Rada, va répondre à nos questions. Cela après son allocution solennelle tout à l'heure dans l'hémicycle, Quentin. Oui, tout à fait.